j'ai commencé de travailler, moi j'ai commencé assez tôt, parce que j'étais sorti de l'école primaire à 14 ans, donc en 66, et mes premières vendanges ont été en 66, en octobre 66. J'ai arrêté en 2016, j'ai fait 50 vendanges. Voilà. Alors, le système a pas tellement évolué dans sa façon d'être, de sa façon de faire. C'est-à-dire que la vendange chez nous, elle a toujours été manuelle et on a toujours logé les gens. Simplement que les conditions ont évolué, ont changé. Vous avez vu un petit peu du gîte, alors c'était pas aussi confortable que ça. Je me souviens au début, la récolte du temps je me souviens, tu sais, c'était les gens qui étaient des ouvriers textiles qui étaient dans la montagne, du côté de Tarare, où il y avait énormément de filatures. Et les gens avaient des métiers à tisser chez eux. Ils avaient 2 ou 3 ou 4 métiers à tisser et ils faisaient des productions pour les industries textiles et les confectionneurs d'habits sur Lyon. Et ces gens-là, le week-end, venaient faire les vendanges. Parce qu'on avait de la famille, des copains du grand-père qui étaient de là-haut, donc Ranchal, Saint-Bonnet-le-Troncy, de ces coins-là. Et le grand-père allait chercher les gens le matin dans sa camionnette qui avait servi à charrier les cochons toute la semaine. Il enlevait les cages à cochons et les gens, ils étaient dans la camionnette derrière. Avec une bâche simplement, et ils arrivaient le matin à 7h du matin, c'est que le grand-père il partait à 3h30 ou 4h du matin, parce que c'est quand même à 80 km pour aller chercher les gens, et le matin, à 7h du matin, les gens, ils arrivaient là, ils mangeaient la soupe, l'agneau après le café, et là, les gens, ils travaillaient du matin au soir, et le dimanche soir, ils les ramenaient pour qu'ils fassent leur semaine, et donc on vendangeait souvent 2 week-ends. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas bien grande vigne, il y avait 5 hectares de vigne à peu près, parce que tout était travaillé à la main. Donc là, je parle des années 50. Et donc ces gens-là venaient vendanger, étaient hébergés, nourris à la maison, et puis payés bien sûr, donc sans charge sociale parce que ça n'existait pas. Et puis, petit à petit, les choses, comme on a augmenté la superficie des vignes, c'était plus suffisant de pouvoir vendanger que 2 week-ends. Donc, quand on est monté au début, il y a 5 hectares, après il y en a eu 7, après il y en a eu 9, quoi. Donc, nous, on vendangeait à peu près une semaine, donc il fallait pouvoir loger 20 personnes, 22 personnes. Alors, on en logeait aussi chez nous. Chez nous, on mettait un matelas, et puis pour loger un peu plus de monde, etc. Ça a changé un petit peu le profil, parce que nous, on est arrivé à avoir 18 ans, à cette époque-là, donc 52, 18, 70, 72, et Daniel était donc étudiant à Paris, à Centrale, et donc les copains, ça redescendait, venir faire les vendanges. On a eu pendant quelques années, on a eu cette population étudiantine. Oh là là, c'était chaud des fois avec le père Mathieu, parce que c'était étudiant à Paris, mais c'était des maoïstes, c'était des anards, et des fois c'était chaud dans les discussions. C'était chaud. Parce que notre père n'était pas vraiment pas trop réactionnaire, mais bon, il y a des choses qui étaient quand même dures à avaler, parce que la propriété, c'était les maoïstes, donc contre la propriété privée, et on représentait, nous, les agriculteurs, les paysans, la classe à abattre, puisque les seules vérités étaient les prolétaires, n'est-ce pas? Donc, il y a eu des discussions, mais on s'est bien formé à cette époque-là. On a appris à réfléchir, c'était intéressant. Je peux dire, à 18 ans, on passait la nuit à discuter quand même, à défendre des arguments. Et on s'est forgé une analyse à cette époque-là, qu'on trouve un peu difficilement dans la jeunesse de 16, 17 ans, 18 ans. On était engagés, quoi. C'était une bouffée d'oxygène de l'extérieur. Oui, tout à fait. Et puis on se posait des questions, et puis on s'affrontait, et puis on défendait des points de vue, et on posait des actes, quoi. Parce qu'on avait des idées, et puis on se dit, on ne peut pas il y avait quand même, la droite était quelque chose d'important, et puis la propriété, il y avait des choses qui nous plaisaient pas, quoi. Et on remettait en question le fonctionnement de la société
patriarcale, omniprésente comme elle était faite, quoi. Et ouais, on avait envie de remettre ça en question, quoi. Enfin voilà, donc c'était toute cette mouvance-là, et je trouve qu'on a vécu des moments extraordinaires, parce qu'il y avait une prise de conscience, puis il y avait une espèce de réseau, il y avait... tu existais, et puis tu défendais des arguments, et puis du coup on s'engageait dans des choses, alors chez nous c'était très catho, très bigot, et on a secoué la fourmilière quand même, hein. Vornard était réputé très bigot de par le poids de la religion et le poids du curé, quoi, hein. C'est-à-dire que si le curé, on pouvait pas faire ça parce que le curé l'interdisait, quoi. Enfin, ça conditionnait sur un petit village de 250-300 habitants un poids très fort, quoi, hein. Et donc nous, on est arrivé là derrière, donc avec toute cette mouvance de 68, où ça bousculait pas mal de choses, quoi. Ah oui. Et donc pendant une huitaine d'années, hein, on a eu beaucoup d'étudiants pour ces vendanges, et aussi des copains d'armée, puisque moi j'étais un an à l'armée en tant que chauffeur de poids lourd à Paris. Et donc on a eu ces gens-là aussi. Et puis après, ces gens-là ont eu leur vie. Non, fini, la vie d'étudiante, ça ne dure pas tout le temps. Et donc après, on a eu un peu, on a mis des annonces sur les journaux. Alors on a eu une population beaucoup plus cosmopolite, beaucoup plus diversifiée, mais aussi intéressante. En 1988, donc ça remonte déjà quand même à pas mal de temps, on s'est posé la question d'essayer de moins traiter les vignes, et on a démarré les groupes de production raisonnée avec la Chambre d'agriculture. On s'est toujours remis en question depuis qu'on a commencé de travailler, parce que notre vie s'inscrit dans une histoire, et ça correspondait aussi quand le bio existait, on en parlait un petit peu dans les années 80, 85, 90, un peu, pas beaucoup. Et puis nous, on se disait, mais il y a des choses intéressantes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis on se rendait compte aussi qu'on butait sur des impasses techniques, où on avait des produits qu'on utilisait et qui avaient perdu 50 ou 80% de leur efficacité. Donc on s'est dit, il faut, et peut-être qu'il y a d'autres solutions. Et puis il s'est trouvé aussi qu'à ce moment-là, à la Chambre d'agriculture, il y avait des ingénieurs qui étaient dans cette mouvance-là. Ces gens qui étaient disponibles, qui sont là pour nous, gratuitement, et qui se posaient aussi ces questions. Et eux, ils avaient une compétence, une connaissance que nous, on n'avait pas. Et je me souviens très bien, ils avaient mis sur place un voyage en Suisse, parce que les Suisses étaient plus avancés que nous. Et c'est comme ça qu'on a découvert, par exemple, les typhlodromes, qui sont des prédateurs d'araignées rouges, et où, au bout de 2 ans, on n'a plus traité les vignes avec les acaricides. Et ça a été une avancée phénoménale. Je trouvais que de par l'environnement de chez nous un peu particulier, avec relativement de haies et de bocage, le tour des vignes encore, parce que c'est assez mélangé, on n'était pas que trop de la vigne, eh bien il y en avait ces fameux typhlodromes, et les copains, ils n'en avaient pas dans leur vigne. Donc ce que l'on faisait, c'est que quand au mois de juillet, on cisaille la vigne, hein, eh bien on se mettait à deux, il y en a un qui coupait avec la cisaille, puis l'autre récupérait les sarments, on mettait dans les coffres de voiture, et après on prenait ces sarments et on les posait dans les vignes des copains pour ensemencer en typhlodrome. Et quand les gens nous ont vu faire ça pendant 2 ans, dit la bande à Mathieu, ça va pas bien. Il n'empêche que les copains, au bout de 2 ans, ils ne traitaient plus les araignées rouges, alors que les autres étaient toujours en train de traiter. Alors ça a pris 5 ans, mais très vite, à part 2-3 irréductibles, les gens n'ont plus traité. Et en France, on ne traite plus l'araignée rouge. Un peu grâce à nous. Enfin, on est très modeste avec ça, mais ça s'est développé, et c'est nous qui avons mis en avant, grâce à Terravitis, cette histoire-là. Et comme on travaillait avec les chambres d'agriculture, on était un groupe ouvert, et les chambres d'agriculture les ingénieurs travaillent ensemble, hein, dans leurs relations, et très vite, notre cahier des charges a essaimé à travers la France. Et donc, vous avez plein de vignobles qui utilisent Terravitis, qui est démarré en Beaujolais. C'était pas sans mal, hein, parce que je peux vous dire, moi j'ai été président de l'association Terravitis quand on l'a mise en place donc en 90.
Et notamment en 92, quand c'est devenu au niveau national, j'avais les firmes de phyto au téléphone qui me disaient: Monsieur Mathieu, de quel droit vous interdisez certains produits phyto, puisqu'ils ont l'agrément officiel de l'État. Alors l'argument était simple, il dit: nous on est une association, les gens adhèrent parce qu'ils ont envie, ils payent une cotisation, on établit un cahier des charges, et ce cahier des charges n'est pas une obligation, c'est que les gens qui l'acceptent. Donc on fait ce que l'on veut chez nous, puisque on fait une association, et donc voilà, on avait des arguments tout à fait techniques pour répondre. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'au bout de 5-6 ans, eh bien, les vendeurs de produits, les représentants des firmes, des coopératives, assistaient aux préconisations que le faisait en morte saison par la Chambre d'agriculture pour savoir quels étaient les calendriers de traitement que l'on proposait, quelles étaient les matières actives qu'on mettait en avant, pour eux aussi les conseiller, parce que les recherches qui avaient été faites à la Chambre d'agriculture sur les produits moins polluants, finalement, étaient un argument de vente aussi. Et au bout de quelques années, eh bien, on a servi de référence. Donc on n'était pas peu fiers quand même. Alors, on a traité moins. On a traité avec des produits les plus doux possibles. Et puis on a apporté une compétence aux gens. Parce que moi je suis sorti de l'école en 68, 70, et puis en 88, 90, ça faisait déjà 20 ans. Et les choses avaient évolué, les techniques, et on avait besoin d'avancer dans notre métier. Et pour pouvoir moins traiter, il faut être capable de déceler et de faire une expertise à la vigne. Donc on a fait des stages avec les ingénieurs de la Chambre d'agriculture, qui étaient des gens jeunes, qui avaient brassé, eux, plus que nous, et qui avaient l'expérience parce qu'ils voyaient ailleurs. Et on a monté des groupes d'observation sur les vignes. Et donc, on allait voir sur les vignes, on a posé des pièges, on a mis des pluviomètres, on a appris à avoir des seuils de nuisibilité, des seuils de tolérance, et on a amené une compétence aux gens d'expertise dans leur propre vigne. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on faisait des groupes avec plusieurs vignerons, et un technicien ou un ingénieur chaque fois, qui lui a nous amené la compétence et le recul nécessaire. Et puis, dans sa propre vigne, un médecin ne se soigne pas lui-même, il va chez un autre, parce qu'il n'a pas le recul suffisant et nécessaire pour lui-même. Eh bien, pour nos vignes, c'est pareil. On peut être très bon expert dans la vigne du voisin, puis dans la sienne, on n'ose pas. Eh bien, on s'appuyait sur aussi l'avis des copains. On dit: qu'est-ce que t'en penses? On va traiter? Oh ben non, moi je pense qu'il n'y a pas besoin, on doit pouvoir ne pas traiter. Du coup, on s'appuyait aussi sur l'avis des collègues. Et puis nous, on rendait la monnaie de la pièce, quoi. Et puis c'était notre gagne-pain, donc on ne prenait pas de risques inconsidérés, mais ça permettait d'avancer et ça créait un réseau. Parce que dans la vie, on a besoin de réseau, on a besoin d'appartenir à un groupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était dans la mouvance progressiste qui allait dans le bon sens, c'est-à-dire d'être efficace, d'assurer un revenu à l'exploitant, c'est-à-dire que ne pas jouer non plus avec la production, mais d'amener une prise de conscience aussi bien dans la compétence de l'expertise à la vigne, de respecter de l'environnement autant que faire se peut, et puis d'aller de l'avant, de se remettre en question. Je trouve que ça c'était intéressant. Et c'est ça, la fierté, on s'en fout, c'est pas ça qui met du beurre dans les épinards, mais de savoir qu'on a eu raison, qu'on était dans la bonne perspective, ça fait plaisir, et puis on se sent bien, moi j'ai vécu des relations avec des gens intéressantes. Et quoi qu'on dise, c'est la relation avec les gens qui sont importantes, plus que l'argent accumulé. Parce qu'il reste toujours quelque chose, et quand vous pouvez être très riche, c'est pas important. Les relations que vous avez quand vous n'êtes plus là, le jour où vous n'êtes plus là, des gens que vous avez côtoyés se rappellent de vous. Et je trouve que ça c'est plus intéressant que la maison rutilante ou la BMW, hein. Enfin, à mon avis. Mais bon.